Salut les amis, c'est Franck Gauthier, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous raconter cette histoire hallucinante sur l'un des plus gros plagiats de tous les temps. Je vais dans cette vidéo vous raconter l'histoire de Joyce Hatto, une pianiste britannique née le 5 septembre 1928 à Londres. Elle se fait quelque peu connaître en faisant des concerts donc de piano dans les années 50, mais ses interprétations sont un peu critiquées. C'est une bonne pianiste, certes avec un bon niveau, mais c'est pas non plus oufissime. Quelques chefs d'orchestre diront d'ailleurs qu'ils ont eu du mal à diriger Joyce Hatto avec un ensemble, avec un orchestre. Bref, la pianiste poursuivra sa carrière sans trop faire parler d'elle et en parallèle d'enchaîner ses concerts de piano en public, Joyce se mariera en 1956 avec un producteur de disques, William Alford Barrington Coupe. Les années passent et en 1976, alors qu'elle n'a que 48 ans, Joyce Hatto décide d'arrêter sa carrière sur scène. Mais certaines personnes s'interrogent. Pourquoi ? 48 ans, c'est un peu tôt pour arrêter une carrière de musicien qui en plus n'a pas réellement décollé. Et c'est son mari, William, qui donnera une explication. Joyce Hatto a arrêté sa carrière de pianiste sur scène car elle lutterait contre un cancer. Et en effet, quelques années plus tard, en 1992, on apprend que Joyce Hatto a un cancer des ovaires. On apprend plus tard que pendant ces 16 années, Joyce Hatto aurait enregistré 103 albums de piano. 100 CD sur lesquels on retrouve Joyce Hatto en train de jouer au piano les plus grands concertos de Tchaïkovski, de Brahms, de Rachmaninoff, ainsi que l'intégrale des sonates de Mozart et Beethoven entre autres, ou les compositions de Chopin, Mendelssohn, et même des œuvres beaucoup plus rares comme celle de Godowsky. À l'intérieur des CD, il y avait les fameux livrets. Des livrets sur lesquels on trouvait des textes écrits par des personnalités importantes de la musique qui, pour chacune d'entre elles, vantaient les talents de Joyce Hatto. Ces CD ont été produits et distribués par le label Concert Artist Recordings, un label tenu par William Barrington Coupe, oui, le mari de Joyce Hatto. Et d'ailleurs, on pouvait lire sur les CD que tous les enregistrements des pianos ont été faits par ce label, et donc par le mari de Joyce. Ah bah oui, c'est plus sympa de travailler à la maison en couple. Et ça fonctionne, la carrière de Joyce Hatto décolle enfin. À partir de 2003, les critiques sont enthousiastes. Des magazines de spécialistes de musique classique découvrent Joyce Hatto et décident de lui donner la lumière en publiant des critiques très souvent positives sur ses enregistrements. Des pianistes professionnels salueront même son talent. Le Boston Globe saluera même Joyce Hatto comme étant la plus grande pianiste vivante dont personne n'a jamais entendu parler. Les CD de Joyce Hatto se vendent comme des petits pains, mais malgré ça, elle ne remonte toujours pas sur scène à cause de sa lutte contre le cancer. Tout se passe bien dans la vie professionnelle en tout cas de William et Joyce. Jusqu'à l'arrivée, 2 ans plus tard, en 2005, de Marc-André Roberge, un musicologue canadien spécialiste des compositeurs pianistes. Le gars, c'est une tête, il a une thèse de musicologie, genre tu peux pas lui faire à l'envers. Et ce Canadien, un soir qui se promenait sur internet, découvre une étrange similitude entre l'enregistrement de Joyce Hatto sur un de ses CD où elle jouait les études de Godowsky, je vous l'ai dit tout à l'heure, une œuvre qui a été assez rarement reproduite, et une version d'un pianiste italien, Carlo Grante, une version de 1993. Là où ça a titillé le musicologue, c'est que dans les études de Godowsky, il y a à un moment donné dans la partition un ré bémol majeur qui a été lu et joué comme un fa mineur, sûrement par erreur dans la version de Carlo Grante, mais qui bizarrement a aussi été lu et joué comme un fa mineur par Joyce Hatto. Étrange donc que 2 pianistes qui ne se connaissent pas font la même erreur de lecture sur une même partition. Mais l'analyse s'arrêtera là, ça n'ira pas plus loin. Et les CD continuent de s'enchaîner. Et 2 ans plus tard, en 2006, certaines personnes commencent à avoir des doutes quant à l'authenticité des enregistrements. Bien trop nombreux en quantité et surtout en qualité pour une pianiste qui est atteinte d'un cancer des ovaires. Et on est en 2006. Joyce Hatto a 70 ans. Comment peut-elle fournir autant de travail aussi qualitatif, aussi quantitatif en étant âgée et malade ? Mais ce ne sont que des doutes, des accusations et manque de preuves, ça n'ira pas plus loin également. Fin juin 2006, Joyce Hatto décède à l'âge de 70 ans. Et lorsque la pianiste décède, The Guardian lui rend un hommage de star, affirmant que sa discographie en quantité, en gamme musicale, en qualité constante, n'a été égalée que par peu de pianistes dans l'histoire récente. Mais l'histoire ne s'arrêtera pas là.
Les mois passent, et puis un jour, sur le chemin du travail, un Américain, Brian Ventura, veut écouter un des disques de Atto sur son iPod sur iTunes, l'ancêtre de Apple Music. En l'occurrence, celui sur les études d'exécution transcendante de Franz Liszt. Mais ce qui est étrange, c'est que l'iPod signale que l'enregistrement est l'œuvre d'un pianiste hongrois, László Simon. Étonné de voir un autre pianiste jouer cette œuvre assez rare, il décide alors de contacter Jed Distler. C'est un des critiques du site Gramophone. Gramophone étant un site spécialisé de musique classique. Jed Distler s'amuse à comparer les différences de jeu des deux pianistes, celui de László Simon et celui de Joe Sato. Et il n'y a aucune différence. Les deux pianistes jouent exactement pareil. C'est fou, non? Il décide alors d'écrire à William Barrington Coupe, le mari veuf. Et dans un premier temps, ce dernier se dit très étonné et ne comprend pas lui-même. On fait alors appel à un spécialiste du son, Andrew Rose. Et lui, il est formel. Les deux enregistrements sont le même enregistrement. À partir de là, on commence à se souvenir des doutes qui avaient déjà été avancés, de l'analyse de Marc-André Roberge, le Canadien, qui avait trouvé sur deux enregistrements différents la même erreur, au même endroit. Et en février 2007, William Barrington Coupe est obligé d'avouer. Les enregistrements de Joe Sato sont tous des copies, des enregistrements d'autres pianistes qui étaient sortis dans le commerce. Et pour ne pas que ça s'entende, et pour ne pas non plus que les logiciels, les ordinateurs ne puissent repérer par les fréquences une musique qui aurait déjà été commercialisée, William transformait quelque peu les œuvres sur son ordinateur. Soit en les pitchant, c'est-à-dire en changeant la tonalité, Soit en les accélérant un peu, ou en les ralentissant. Bref, on apprend en fait que Joe Sato n'a jamais joué ses morceaux au piano. Je ne sais pas si vous imaginez la grandeur de la supercherie. Et là, je reviens sur les livrets qui étaient dans les CD, sur lesquels il y avait des éloges pour cette pianiste, signés de la main de célébrités, de pianistes célèbres. Mais ce qui n'avait pas vraiment été décelé, c'est qu'à chaque fois qu'un CD sortait, les artistes musiciens qui vantaient les talents de Joyce étaient toutes des personnalités décédées quand les CD sortaient. Sur les CD apparaissait le nom du chef d'orchestre et des orchestres qui jouaient avec Joe Sato. Ils ont fait des recherches et le nom du chef d'orchestre ainsi que l'orchestre étaient imaginaires, des noms inventés. Et sur les CD, que des pianistes piratés, volés, plagiés. Bien sûr des chefs d'orchestre peu connus, ou en tout cas pas en Angleterre. On y retrouve des chefs d'orchestre russes, israéliens, hongrois, turcs, mais aussi taïwanais, cubains, yougoslaves et même français. Évidemment, on ne pourra jamais interroger Joe Sato sur cette histoire, puisque, je vous le rappelle, elle est décédée en 2006, soit quelques mois avant que la supercherie soit dévoilée. Mais lorsque son mari avouera tout, il dira que sa femme n'était pas au courant et qu'il a agi uniquement par amour. Ouais, quand on sait ce qu'a pu leur rapporter les ventes générées par les CD, beaucoup doutent qu'elle était bien au courant et complice dans l'histoire. Et puis si vraiment il faisait ça par amour pour sa femme, pourquoi alors il avait déjà utilisé ce procédé avec un autre musicien, Sergio Fiorentino, qui apparemment n'était pas non plus le musicien qui jouait sur les CD qui étaient produits. Mais on apprendra que William Barrington Coupe a déjà un passé pas très clair, avec des contournements des règles bien avant la fraude de Joe Sato. En 66, par exemple, il avait déjà été emprisonné 1 an pour fraude fiscale. Dans les années 60, il a également été le principal responsable de l'effondrement de la saga Film & Record Company. Malgré toute cette histoire, Barrington Coupe n'a pas été poursuivi pour ses enregistrements. Il a fermé son label et a cherché à mener une fin de vie tranquille jusqu'à s'éteindre en octobre 2014. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si vous en voulez d'autres dans le même esprit, dites-le moi dans les commentaires. Je compte bien sûr sur votre soutien. Et le soutien que je vous demande, il est tout simple, c'est facile, c'est gratuit. C'est le petit pouce bleu, c'est le partage, c'est l'abonnement, c'est le commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe les amis. Ciao!